Amis du roman historique, bonjour. Donc deuxième épisode du méchant absolu. En l'occurrence le docteur Chevetel, comme j'évoquais la dernière fois, avec le livre d'histoire d'Anne Bernet, Histoire générale de la chouannerie. Et donc là, cette fois-ci, je vais lire des passages du miroir, Le miroir sans retour, de Reynald Secher. Je vais vous lire la jaquette là, parce que c'est intéressant de voir le contexte. Alors, hiver 1832, le curé d'Orly est brutalement appelé au chevet de l'ancien maire Valentin Chevetel, agonisant. S'engage alors entre les deux hommes un invraisemblable et rocambolesque échange durant lequel Chevetel s'accuse des plus sordides trahisons et des plus basses manipulations pour anéantir la contre-révolution en Bretagne, la chouannerie, et assassiner son chef, le marquis de la Rouërie, héros de la guerre d'indépendance américaine et ami de Washington. Véritable thriller historique fondé sur des faits authentiques, ce récit fait de rebondissements stupéfiants révèle la face obscure de certains révolutionnaires, et non des moindres, Danton, Marat, Robespierre, animés des plus vils sentiments, jalousie, veulerie, cupidité, et permet de mieux appréhender cette période clé de l'histoire de France, idéalisée de nos jours par certains, décriée par d'autres. Alors, Reynald Secher, docteur S. Lettres, Paris 4 Sorbonne, spécialiste de la résistance face au totalitarisme, est connu du grand public pour ses ouvrages Le génocide franco-français, La Vendée vengée et Vendée, du génocide au mémoricide, ses bandes dessinées, ses films historiques. Il est l'auteur du concept de mémoricide, directeur fondateur de la maison d'édition Reynald Secher, édition conservateur du musée des guerres de l'Ouest, etc., etc. Donc c'est un historien qui a orienté sur l'hypothèse que la Vendée a subi un génocide. Hein, voilà. Donc, enfin, hypothèse. Il met un certain nombre de preuves en relief, quoi. Hein, voilà. Enfin, là, on va parler du roman. À la page 21, en fait, moi j'appelle ça, à la page 21, 1834. Parce que là, c'est bizarre, il parle de l'hiver 1832, et je crois qu'on parle de 1834. Là. Février 1834. Donc une incohérence entre la jaquette et le récit lui-même. Donc, c'est page 21. Page 21, page 21. Page 21. Je vous fais venir, monsieur le curé, parce que je vais mourir. Sa voix était devenue quasiment imperceptible. Le prêtre rapprocha sa chaise de la tête du lit et se pencha sur Chevetel. Leur visage se touchait presque. Je sais. J'ai peur. L'angoisse se lisait sur le visage que déformait la fièvre. Le prêtre ne broncha pas. Il attendait M. Chevetel parler maintenant comme s'il était seul. J'ai peur, continua-t-il, parce que j'ai commis des crimes affreux et épouvantables. J'ai essayé d'oublier et j'espérais qu'avec le temps, maintenant je vais mourir, il faut que je me libère. Il leva sa main avec difficulté et la posa doucement sur celle du prêtre. Elle était glacée. Mon fils, je suis là pour aider. Mais le vieil homme ne l'entendait plus. Il s'agita et se mit à pleurer. Comment ai-je pu? J'ai trahi un homme qui avait confiance en moi, par jalousie, par haine. Depuis plus de 40 ans, je vois chaque jour son visage et il me sourit. Je hais ce sourire, je hais ce visage, je hais. Monsieur, je vous en prie, ressaisissez-vous, dit le prêtre avec fermeté. J'ai trahi l'homme le plus fidèle en amitié que j'ai connu. J'ai menti, volé, j'ai même tué pour le détruire. Tout cela s'est passé si vite, si vite. Il porta les mains sur son visage. L'abbé Leclerc restait impassible. Monsieur Chevetel se calma un instant. Connaissez-vous l'histoire du marquis de la Rouërie? Je suis normand. Eh bien, s'il est mort, c'est ma faute. Vous comprenez? Ma faute. Que voulez-vous dire? Il avait confiance en moi, et moi, je n'ai pensé qu'à le détruire. Monsieur Chevetel était devenu étrangement calme. Ces mots n'en prenaient que plus de force.
Monsieur le curé, je vous en prie, écoutez-moi. Accordez-moi ce temps, s'il vous plaît. Je vais tout vous raconter. Oui, tout. Et vous jugerez par vous-même de l'énormité de ces crimes, de mes crimes. Alors, voilà. Alors, fils de médecin, page 23. Mon père était un modeste médecin. Il exerçait en Bretagne dans un gros bourg nommé Bazouges-la-Pérouse, quelque part entre Combourg et Entrain, au nord-ouest de la province. Pas loin du château de Combourg, hein, le château où a passé sa jeunesse, Chateaubriand. C'était un homme courageux qui avait consacré sa vie et son art au service de ses patients. Il ne croyait qu'en son métier et ne vivait qu'à travers lui, exigeant mais juste, honnête et bon. Il avait pour principe de soigner gratuitement les pauvres. Il compensait tant bien que mal ce manque à gagner auprès d'autres, plus aisés. On le savait et chacun s'en accommodait. Dès qu'on venait le chercher, et par n'importe quel temps, il prenait sa trousse et se précipitait sur la route, chevauchant une vieille grosse, increvable et docile. Il connaissait tous les sentiers, tous les raccourcis du pays. Il aurait pu se rendre les yeux fermés dans n'importe quelle ferme. Pour cette raison, nous le voyions peu, seulement en fin de journée pour le souper. Et l'homme n'était pas bavard. Il ne racontait jamais les douleurs des autres. Droit sur sa chaise, il mangeait lentement, en silence, le regard absent. Mon père était un taiseux. Convaincu que la connaissance était la seule et véritable finalité de la vie humaine, surtout lorsqu'elle était au service d'autrui, il avait souhaité me voir étudier. Comme j'étais un fils docile, je lui obéis. Après mes années de collège à Fougères, j'intégrai l'école de chirurgie de Rennes sur les bancs qu'il avait lui-même fréquentés pour apprendre son métier. Je subis les mêmes épreuves, dans les mêmes conditions, la dissertation à la sauvette, les cours inaudibles, le froid dans les amphithéâtres, mal éclairé. J'en ai gardé un piètre souvenir. Enfin bon, il est devenu médecin lui aussi, hein. Voilà. Donc, page 91, la conjuration. Page 91. Les mois passèrent et il n'eut plus de nouvelles du marquis que par son père qui avait repris auprès de lui ses visites amicales. L'histoire semblait lui donner raison. Paris, entraînant dans son sillage le reste de la nation, se divisait quant à la politique à suivre et aux institutions à donner au royaume. Si le marquis se montrait réservé quant à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il fut catastrophé par la nuit du 4 août. Ce n'était pas la suppression de ses propres privilèges qui le peinait. Il n'y accordait qu'une importance, mais ceux des provinces et de sa province, la Bretagne. Face à la position des nobles bretons qui se tenaient à l'écart des événements, il était en rage. Les absents ont toujours tort, se lamentait-il, sans trouver l'écho. Lorsqu'il apprit la prise de la Bastille et le massacre de son ami le marquis de Launay et des gardes suisses, il s'enferma dans sa chambre, 48 heures sans manger, refusant de voir quiconque, y compris Schaffner et Thérèse de Moëlien. Les journées des 4 et 5 octobre le bouleversèrent. Il maudissait Lafayette, incapable de contrôler la populace et de garantir la sécurité du roi. La constitution civile mit un terme à tous ses espoirs et à ses illusions. C'est la fin de la monarchie, le début de l'anarchie, clamait-il à qui voulait l'entendre. Invité à passer le nouvel an chez son ami le comte de Noyant, au manoir de la Mancelière, à Béguerre-Piquant, près de Dole de Bretagne, il laissa éclater sa colère en plein banquet, en des termes d'une violence extrême. Ces gens foutres, hurla-t-il en frappant du poing sur la table, ont rayé d'un coup de plume 1000 ans de notre histoire, et nient maintenant l'existence même de notre province. Et tout cela en une nuit. Que dis-je, en une heure, sur un coup de tête. Les députés n'étaient pas mandatés pour détruire nos États. Nos lois, nos droits scellés par le traité d'union de 1532. Le comte de Noyant se fit l'écho de ce que tous les invités pensaient. Désormais, l'heure n'est plus aux discussions, mais à l'action. Nous n'avons que trop tardé. Il est réparable et peut-être déjà commis.
Il y a urgence et il faut rétablir au plus vite la Bretagne dans ses droits. Alors, page 113, avant Valmy. J'étais heureux, j'avais une femme qui m'aimait, m'admirait, même d'autant que ma générosité la comblait. Mon ami Danton m'avait conseillé des investissements très rentables grâce auxquels je pouvais envisager l'avenir avec une sérénité. Les événements se précipitaient, la révolution triomphait définitivement, enterrant peu à peu la royauté, laquelle, si elle existait encore de droit, n'avait plus aucune réalité de fait. Le 30 septembre 1991, l'Assemblée constituante, persuadée qu'elle n'avait plus aucune raison d'être, s'était autodissoute ayant accouché de nouvelles institutions. Le roi n'était plus qu'une potiche avec pour tout pouvoir un faible et impopulaire droit de veto qui allait entraîner sa perte. Le triomphe intérieur était là, total, réel, inespéré. Dans leur folie, les révolutionnaires voulaient l'exporter en se servant de la liberté, de l'égalité et de la fraternité comme arme. La mission civilisatrice de la Révolution commençait. Le 20 avril 1992 allait manquer un tournant décisif dans l'histoire de l'Europe. Par acclamation joyeuse, dans l'enthousiasme général, la France déclarait la guerre aux rois de Bohême et de Hongrie, soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une guerre de nation à nation, mais de la juste défense d'un peuple libre. Louis XVI, reclus aux Tuileries, n'avait rien pu faire pour éviter le triomphe du parti de la guerre. Certains le soupçonnaient même de le désirer, non pas tant pour la victoire de la France que pour la défaite de la Révolution. L'armée révolutionnaire était dans un état déplorable. Les anciennes troupes de ligne, affaiblies par la désertion et l'immigration de la moitié de ses officiers, étaient minées par la jalousie vis-à-vis des bataillons de volontaires, mieux payés et qui avaient le droit d'élire leurs officiers et de se retirer après la campagne. Faïence bleue qui ne va pas au feu, disait-on. Chez les uns comme chez les autres, l'indiscipline et la méfiance envers les supérieurs étaient de mise. On avait tellement gavé les citoyens de notions d'égalité et de justice que la simple hiérarchie militaire les rendait suspicieux. Chacun voulait commander, contrôler ses proches, diriger les troupes, persuadé qu'il en avait le génie, la force, l'intelligence, les moyens. On leur avait dit, ils y croyaient. Au premier choc avec l'ennemi, les armées révolutionnaires se débandèrent. Marat n'hésita pas dans son journal, l'ami du peuple, à appeler au massacre des officiers rendus responsables de cette défaite. Quelques régiments s'exécutèrent, comme celui de Dillon, qui fusilla ses généraux. Devant une telle anarchie, une telle confrontation, bon nombre d'officiers préférèrent se rendre à l'ennemi. L'échec était patent. Il était patent, reconnu même par les responsables qui, réunis en conseil à Valenciennes, le 18 mai, déclarèrent que toute entreprise militaire devenait impossible et qu'il était plus prudent de demander la paix. Voilà, c'est pour donner l'ambiance du temps. Page 133, incertitude. Je l'écoutais, mais ne cessais de penser aux 7500 livres que j'avais perdus en ne réussissant pas à faire arrêter le marquis. Danton me donna tout de même une bonne partie de la somme pour ma peine. Je me promis à l'avenir d'être plus prudent. Par les maladresses de Lalande, j'avais failli être trahi. Et cette idée me préoccupait bien plus que les événements qui se déroulaient alors en France. L'armée accumulait les désastres. Chaque jour, des convois entiers de blessés revenaient du front et défilaient dans les rues de Paris. Réquisitionné pour quelques opérations délicates, je me mis à détester mon métier en voyant ces chairs broyées en d'horribles magmas. Le désarroi politique était total. Certains qui profitaient de cette situation pour en tirer avantage dénonçaient à qui voulait les entendre le comité autrichien des Tuileries accusé de complot contre le pays et désigné comme seul responsable de la défaite. L'Assemblée fut amenée à voter 3 décrets destinés à mettre le palais au pied du mur.
Premièrement, tout réfractaire dénoncé par un citoyen était déporté. Deuxièmement, la garde constitutionnelle du roi était dissoute. Troisièmement, un corps de 2000 gardes nationaux fédérés envoyés par les départements se réformait à Paris. Louis XVI n'accepta que le second de ces décrets qui ne concernait que sa sûreté personnelle et mit un veto aux deux autres. Des révolutionnaires exaspérés décidèrent de l'intimider par une grande manifestation populaire le 20 juin 92. Les Tuileries furent envahies et le roi bousculé. Il fit preuve d'un courage exceptionnel et il ne céda pas. Les Jacobins, furieux, décidèrent d'en finir. Le 11 juillet, l'Assemblée nationale proclama la patrie en danger et le 10 août, prétextant du manifeste de Brunswick, les sections de la capitale organisèrent une commune insurrectionnelle. Elles s'attaquèrent aux Tuileries, le dernier bastion de la royauté. Le roi et sa famille furent arrêtés et conduits à la prison du Temple. La monarchie était morte, mais pour autant, le nouveau régime était encore fragile. Depuis le début de la Révolution, j'avais assisté à tous ces événements de manière très distante. J'étais devenu révolutionnaire parce que les choses s'étaient présentées ainsi, mais je n'avais aucune conviction réelle. Voilà. Bon, ensuite, page 139, le salaire de la trahison. Page 139. Je me réveillai en sursaut le lendemain, au début d'après-midi. En retard au rendez-vous fixé à Pardanton, j'entrai immédiatement dans le vif du sujet. Quelle catastrophe! Qui aurait pu croire une chose pareille? Quoi donc? Me demanda Danton, surpris par mon apparence et mon flot de paroles. Mais c'est la révolte, la défaite assurée. Chevetel, calme-toi, je ne comprends pas. Mais tu n'es pas au courant? Bien sûr que si, nos armées reculent et viennent de perdre Verdun. Ce qui n'arrange guère nos affaires. L'ennemi arrive à Paris. Verdun est tombé, alors tout est fou perdu. Qu'est-ce que cela signifie? Explique-toi, que diable. Je rapportais les paroles et les projets du marquis de la Rouarie. Danton comprit immédiatement le danger. Maintenant que nous savons exactement quand se déclenchera l'insurrection, il faut la retarder le plus possible, afin de nous laisser le temps de régler les problèmes intérieurs. J'ai déjà fait nettoyer les prisons comme le peuple me l'a demandé. Je lui ai d'ailleurs laissé le soin de cette tâche. Il s'en acquitte avec une grande conscience et un formidable civisme, d'après ce qui m'a été rapporté. Nos ennemis ne méritent pas de vivre et la liberté doit être impitoyable. Pour en revenir à cette histoire bretonne, toi seul peux nous aider. Je m'y attendais. Que dois-je faire? Retourne immédiatement là-bas et reprends contact avec ton marquis. Je te fais confiance pour trouver une bonne raison. Il me faut un maximum de renseignements et le plus rapidement possible. Et quel sera le prix de mon service? Danton me regarda en souriant. Combien veux-tu? 20 000 livres, et tous les biens du marquis, château compris. Quel appétit! Tu auras tout dès que nous l'aurons fait prisonnier et que son association sera dissoute. Il faut faire vite, car nous disposons de peu de temps. Je pense savoir comment arrêter Brunswick avant Châlons. Comment? Il semble invincible. Brunswick a encore des contacts avec nous. C'est un ami des philosophes. Je connais son péché mignon, l'argent. J'ai sous ma garde des bijoux de la couronne confisqués le jour de la chute du Capet. Je vais lui en proposer quelques-uns en échange de sa compréhension. Faisons confiance à la cupidité. Dès le lendemain, je me mis en route route dotée d'un cheval d'une incroyable résistance. Alors que j'approchais d'Entrain, je vis au dernier moment une corde qui barrait la route. Je n'eus pas le temps d'esquiver. Je fermai les yeux. La corde prit la monture au portail, la fit basculer, m'entraînant dans sa chute. Sonné, je me sentis aussitôt soulevé, bâillonné et jeté dans une charrette qui se mit immédiatement en marche pour une destination inconnue. Voilà, ça c'est dans la romance, quoi. Quant à le paiement de joyaux de la couronne à Brunswick pour l'arrêter à Valmy de manière artificielle, bon, ça c'est une rengaine qui revient souvent, mais on n'a pas véritablement les preuves. Voilà. Alors, page 226, de l'or.
Alors, après ma consultation, je rejoignis Danton dans son bureau. Il lisait des dossiers et prenait des notes pour un prochain discours. Comme je rappelais notre contrat au sujet du marquis de la Rouerie et des conjurés de l'association bretonne, il me répondit sèchement qu'il se désintéressait totalement de cette affaire, d'autant qu'il n'était plus ministre. En fait, il était hanté par une idée fixe, celle de retourner en Belgique, dont la Convention allait les jours prochains proclamer l'annexion pure et simple et le pillage légal. Conformément à la proclamation du député Charles-François Delacroix, vous êtes en pays ennemi, hussardez et dédommagez-vous de votre perte, pillez, nous partagerons et je vous soutiendrai devant la Convention. Je l'enviais et oubliais ma fureur à son égard, me faisant presque mièvre pour qu'il accepte de m'emmener, plus rancunier que moi, et voulant me signifier que notre belle amitié s'était achevée le jour de la condamnation à mort de Capet, le jour maudit de sa trahison. Il m'y conduisit sans plus d'égard. Je rentrais chez moi, dépité. Je regrettais mon emportement, pourtant justifié, bien que Danton m'avait remis une petite part du million donné par le comte d'Artois pour me remercier de ma peine. Mais pour moi, on était loin du compte. J'allais ouvrir ma porte lorsque l'Aligan surgit de l'escalier, un peu essoufflé, une main et un pli à la main. Tiens, dit-il en me le tendant, c'est pour toi. On vient de l'apporter. Il y a moins d'une heure, on vient de ta Bretagne. Il déchirait immédiatement l'enveloppe. C'était Thérèse de Moëlien qui m'écrivait. Elle m'annonçait que le marquis de la Rouerie, à la suite de ses pérégrinations, était atteint d'une forte fièvre et qu'on craignait pour sa vie. Elle ne savait pas où il se trouvait, mais me priait de venir au plus tôt, au cas où. J'agitais la lettre devant l'Aligan en pestant. Tu te rends compte? La Rouerie peut être à nous comme nous le voulions, et personne ne semble plus s'en occuper. La Convention est-elle donc aveugle à ce point? Mais Danton, répliqua l'Aligan, dont le front se plissait d'inquiétude. Il s'en fiche, ses intérêts sont désormais en Belgique, et il pense davantage à s'en mettre plein les poches que d'arrêter le marquis. L'association bretonne est devenue insignifiante, semble-t-il. L'exécution du roi a dû calmer toutes les ardeurs. Je me demande au contraire si elle ne va pas libérer ces gens de tout scrupule. Il est bien possible que le 21 janvier joue en fait le rôle de détonateur. Et la Convention, pendant ce temps, bavarde et lance des défis au monde, criminelle insouciance. L'Aligan esquissa un petit sourire malin. Mon cher Chevetel, tu es toujours d'un pessimisme noir. Et ton marquis n'est pas oublié de la Convention. Bien au contraire. Mon cousin, le conventionnel Bazir, me disait hier encore qu'elle était disposée à tout mettre en œuvre pour l'anéantir et que les conditions faites par Danton, voilà 6 mois, étaient toujours valables. Il y a même urgence car la France déclare la guerre à l'Angleterre le 1er février et elle aimerait bien faire place nette chez elle. Voilà, donc c'est un récit qui reprend tous ces thèmes, quoi, hein, tous les thèmes qu'on a vus dans la première mission. Alors ensuite, page 247, la traque. 247. Traque qu'on a vu hein, dans le livre d'histoire. Lorsqu'on se retrouva dans le salon, les Guillaumarais ne savaient pas encore que nous avions retrouvé le corps malgré les cris de victoire poussés par les soldats. Alors le corps de la Rouerie, hein, bien sûr. L'Aligan rayonnait d'une joie cruelle et malsaine. Il s'avança vers les châtelains, suivi par Burt, qui dissimulait le sac derrière son dos. « Citoyen, hurla l'Aligan, en fixant droit dans les yeux madame de la Guillaumarais, notre mission est achevée. Tu persistes à nier que le ci-devant marquis de la Rouerie n'est jamais venu ici ?» La pauvre femme, qui ne savait que répondre, supportait crânement le regard de son accusateur. Burt s'approcha d'elle en lançant son sinistre butin à ses pieds. Elle poussa un cri d'horreur et tomba à la renverse, évanouie. C'est la tête hein, de la Rouerie. Joseph de la Guillaumarais, livide mais digne, sous l'affront s'avança, alors méprisant. « Soit, dit-il, il n'y a plus rien à nier. Voilà bien la noble tête de l'homme qui vous a si longtemps fait trembler. »
Puis se tournant vers l'alignant, il tonna. « Vous, monsieur, vous n'êtes qu'un lâche et un monstre. Je n'ai plus rien à faire ici. Il est temps que je retourne à la fosse Ingan. » J'appelai à mi-voix l'alignant qui me suivit. « Tu les arrêtes tous, sauf peut-être les filles et le jardinier ?» Aussi, bien sûr, nous n'allons quand même pas récompenser cet ivrogne. Fais-le disparaître au plus vite et n'oublie pas de prendre ce qui nous revient de droit. J'y avais pensé, ricana mon comparse. Le fourgon est là, derrière l'écurie, prêt à accueillir les dons de ces braves gens. Il n'avait ni le plaisir ni le cœur d'apprécier les plaisanteries. Je n'avais ni le plaisir ni le cœur d'apprécier ces plaisanteries. Quant aux prisonniers, tu les envoies à Rennes. J'aurais trop peur qu'enfermés à Lamballe, leur incarcération ne provoque une émeute. Ces rustres de paysans sont trop fidèles à leur maître, et ils pourraient bien nous jouer quelques méchants tours. L'aligan acquiesça, visiblement satisfait de mes conseils. Il avait les mains encore tout maculées de terre, et je n'osais serrer celle qui avait tenu la tête décapitée du marquis. Il se rendit compte de mon dégoût et éclata de rire. « Allons, citoyen docteur, on dirait que c'est la première fois que tu vois un homme se faire couper. Je croyais que ta profession n'avait guère de scrupules en la matière. » Je haussai les épaules et sortis de la pièce en le saluant d'un simple mouvement de tête. « À bientôt, et attends de mes prochaines instructions. Pour l'instant, j'ai besoin de me reposer. » L'après-midi même, j'étais de retour à la fosse Ingan et retrouvais des îles, Saint-Pierre et Thérèse de Moélien, qui étaient loin de soupçonner ce qui venait de se passer à la Guillaumeray. J'attendis le 10 mars pour agir, car j'avais appris qu'un rendez-vous avait été donné ce jour-là aux principaux conjurés pour décider de l'avenir de l'association et lui choisir un nouveau chef. À Loisel était revenue la délicate tâche d'annoncer la mort du marquis et de sélectionner quelques noms. Rares ceux qui déclinèrent l'invitation. Je jubilais en imaginant leur surprise lorsqu'ils seraient arrêtés. J'avais tout réglé, dans les moindres détails. Et voilà, ça c'est un méchant hein, quand même. Voilà, donc j'en ai fini avec ce livre. Donc, je vais vous lire un tout petit passage de mon roman où passe chez Vettel. Ça ne prend pas beaucoup de pages dans mon roman chez Vettel, mais il passe de temps en temps. Quoi. Donc j'en ai sélectionné un. Donc page 147. 147. 147. Alors, j'ai trop. Oui, voilà. C'est ça. Voilà, donc ils sont en Bretagne, hein, et donc avec mon héron Corentin et le curé de son village et son père, ils vont vers la Basse-Bretagne. À chaque halte, ou presque, le docteur s'asseyait près de M. Philippe. M. Philippe, c'est le curé de mon héros Corentin. On se sent en sécurité en votre compagnie et celle de vos paysans. Vous les avez bien choisis. Je ne les ai pas choisis, ce sont eux qui m'ont choisi. Ah bon? Je ne vous voyais pas si démocrate. Monsieur Philippe ne répondit pas. Nédélec se cache-t-il à Trémarec, pardon. À ma connaissance, non, mais nous le verrons bien à notre arrivée. Certes, certes. Si je vous disais oui, l'écririez-vous sur votre carnet, docteur? Comment cela? Vous en avez un, je vous ai vu y écrire lors de notre entrevue avec le marquis de la Rouerie. Ah oui, celui-là, j'y prends quelques notes afin d'en débattre avec monsieur le marquis. Mais n'ayez aucune crainte, il n'est plus en ma possession. Et s'il était découvert, il est très bien caché. Méfiez-vous des écrits, il n'y a pas que des braves gens sur cette terre. J'ai bien entendu votre remarque, monsieur le recteur, et j'en tiendrai compte. D'ailleurs, monsieur le marquis m'en a parlé, vous voyez, je ne l'ai plus, ce carnet. Très bien, docteur, vous me rassurez. Le prêtre jeta une bûche dans le feu, parce qu'ils sont à un bivouac. Hein. Le prêtre jeta une bûche dans le feu, les flammes furent ravivées et éclairèrent le visage du médecin. Il me sembla y déceler
une certaine inquiétude. Je vis les yeux de M. Philippe directement dirigés vers le visage de son interlocuteur, situé en face de lui et séparé par le brasier. Je pense qu'il n'avait pas ravivé le feu pour rien, et à l'observation de ses yeux, on pouvait conclure que le prêtre semblait édifié. Il regarda vers le ciel, reprit sa pipe, lâcha une longue volute de fumée et rajouta « Bonne nuit à tous, que Dieu vous garde pendant votre sommeil. Carantine, tu prends la première garde. Il n'y a pas grand risque, mais nous avons fait un feu d'enfer, et cela pourrait attirer quelques anges du diable, qui savent s'insinuer partout. Mais dormez bien. » Voilà, hein, donc c'est pour mettre dans l'ambiance de la trahison. Donc c'est intéressant, les très méchants, ça donne du sel, quoi, à une intrigue. Alors le docteur Chevetel est connu pour ça, hein, pas tant connu en fait, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de romans qui l'évoquent. Donc c'est dans le mien, et à peu près à la même époque, Monsieur Scherer a écrit un roman consacré entièrement au docteur Chevetel. Je le rajoute, hein, dans mon roman, ce n'est qu'un personnage tout à fait secondaire. Donc, mais méchant. Donc, oui, c'est l'occasion de vous rappeler que si vous ne l'avez pas lu, Le Sabre de Damas, vous pouvez le lire en numérique ou en papier, comme celui-ci. Hein. Et donc, vous pouvez le commander chez votre libraire aux éditions Librinova. Vous pouvez également le commander sur toutes les plateformes possibles, hein, depuis la FNAC, en passant par Amazon, Kobo, Google, etc., etc. Leclerc. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end à tous. Je vous dis cette fois-ci à dans 15 jours, hein, voilà, pour un autre livre, d'autres livres, hein, parce qu'il y a toujours un roman, il y a toujours un livre de référence historique, puis un roman historique. Hein. C'est un peu le thème, c'est même le thème de cette chaîne. À très bientôt. Paris,